winds 120 miles to the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my God. Radio X. Tu fais quelque chose ce soir? Est-ce que tu veux t'éclater avec moi? Courtney Holmes. Je suis un peu surpris. Mais ok, j'accepte. À minuit, au sous-sol, niveau C. Alors, on fait quoi? Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Tu me laisses 1 minute et ensuite tu me ramènes. Ok. Et là, c'est le moment où tu me dis que c'est une blague. Qu'est-ce qui nous arrive après la mort? La seule façon de le savoir, c'est de vérifier par nous-mêmes. On pourrait rédiger une étude sur cette expérience. T'as vu une lumière blanche? Ça ressemblait plus à de l'énergie pure. Et elle joue du piano maintenant. On dirait que son cerveau a été reprogrammé. Je veux être le prochain. Chargé à 200. C'est un bon jour pour mourir. On dégage. Je vais guérir tous ceux qui passent entre mes mains aujourd'hui. C'est un éveil spirituel. 3 minutes. Jenny en a fait que 2. Qu'est-ce que tu veux? On a l'esprit de compétition. Je suis la prochaine. 5 minutes. 7 minutes. Personne n'a jamais survécu à ça. C'était si bien que ça. Y a rien qui t'a perturbé. Il se passe des choses étranges. Je crois que je deviens folle. Peut-être qu'on a ouvert une porte. Quelque chose me veut du mal. Quelque chose que j'ai fait. Quelque chose que j'ai fait. On dégage! Défibrillateur, elle repart pas! Il faut arrêter immédiatement cette expérience. On dégage! Réveille-toi, je t'en prie. J'aurais dû vous dire que je faisais pas ça pour l'avancée de la science. On dégage! Ça fait plus de 4 minutes! Je pensais pas que les effets secondaires allaient apparaître et me traquer. On dégage! C'était ma faute. J'ai réussi à retenir mon souffle pendant quasiment 2 minutes, mais quelle belle idée que Christian a eue ce soir de parler d'expérience de mort imminente. C'est une belle soirée, mon cher Christian, pour parler de mort ensemble. Oui, et d'abord, bonsoir Camille. Bienvenue dans les radios X-Files, tout le monde. En plus, je sais pas si c'est un hasard, mais les lumières en studio ont envie de frétiller. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de voyager dans une autre dimension en nous écoutant ce soir, mais on est de retour. Nous fait signe, c'est ça, et on est de retour dans la thématique ce soir de la psychologie. Et j'adore, on va dire la track en bon français, dans laquelle tu veux nous emmener pendant 60 minutes. Oui, parce que enfin, ce soir, j'ai dit, tiens, on va se faire une émission un peu de récupération parce que parfois, l'actualité est telle qu'on arrive difficilement à prendre le dessus. Donc, on va séparer l'émission en 2 parties. La première, on va parler, comme tu l'as si bien annoncé, et comme la bande-annonce qu'on vient d'entendre, c'était la bande-annonce de L'Expérience interdite, un film de 2017. OK, c'est assez récent. En anglais, c'est Flatliners. C'était une reprise d'un film qui avait été réalisé en 1991 pour la mouture originale, qui mettait en vedette à l'époque Kiefer Sutherland et Julia Roberts. Et l'idée, c'était des étudiants, principalement en médecine, qui décidaient de voir s'il y avait une possibilité de survivre à la mort et qu'est-ce qu'il y avait au-delà de la mort. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler ce soir, parce que il y a 2 actualités qui m'ont retenu cette semaine. Une première qui concerne une nouvelle étude qui a été menée sur les NDE, les expériences de mort imminente, on va revenir là-dessus, et la mort elle-même. Et ensuite, comme souvent dans notre thématique de psy, on essaie de la partager aussi avec la cryptozoologie, donc les animaux méconnus ou inconnus. Et cette semaine, il y a une information un article qui a été publié, qui est très intéressant sur
possibilité de cloner le thylacine, qui est le tigre de Tasmanie. Donc, je vais revenir là-dessus parce qu'on est vraiment ici dans les deux cas. Il s'agit de deux études scientifiques excessivement rigoureuses et qui jettent un éclairage nouveau sur plein de choses, sur peut-être des idées préconçues que l'on avait par rapport à ces expériences-là, si on parle des morts imminentes, et sur la création ou la reproduction d'un animal par ADN, hein, un peu le genre Jurassic Park, là. Il nous manque quand même des petits blocs pour pouvoir y arriver. Puis c'est justement de ça dont on va parler ce soir. Donc commençons, s'il veut bien, avec cette histoire d'expérience de mort imminente qui est sans aucun doute la nouvelle qui a le plus marqué cette semaine la communauté qui s'intéresse aux phénomènes étranges et mystérieux, parce que c'est une très, très grosse nouvelle. Puis j'irais à large, Christian, c'est une des plus grosses questions existentielles de l'humain. Y a-t-il quelque chose de l'autre côté? Est-ce qu'on peut vivre ce type d'expérience-là, de mort imminente? Est-ce que c'est chose possible? Et en fait, je te pose la question, est-ce que toi, Camille, tu y crois à cette idée-là d'une vie après la mort? Oui. Tu y crois? J'y crois, mais de façon comme justement un monde parallèle, les voyages astraux et ces choses-là, j'ai tendance à vouloir lui croire, même si j'ai aucune preuve. Là, on est bien d'accord que c'est une croyance qui est un peu irrationnelle. Hein? Je sais. On croit pas, non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est on n'est pas là pour faire un jugement. Là. Tu sais, les croyances, souvent, ce sont des aliments. Ce qui alimente les croyances, c'est souvent des raisonnements qui sont somme toute, un peu irrationnel. Tu sais, je crois en Dieu, je crois aux extraterrestres, je crois aux fantômes, je crois à une vie après la mort. Tu sais, on ne peut pas vraiment juger de ça. Dans la mesure où on a des faits, on peut évaluer les faits, mais au-delà de ça, la croyance elle-même, tu sais, on partira pas aujourd'hui un débat, Dieu existe-t-il? Je pense que très rapidement, on va manquer d'arguments, là. Tu sais, Fait que c'est un peu cette question. Et je dois t'avouer que moi, de mon cas, je te fais une confidence. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Et écoute, je te parle de ça à cœur ouvert, là. Ben oui. Mais d'ailleurs, en 2000, en novembre 2000, le 10 novembre 2020, très précisément, j'oublierai jamais cette journée-là, mon médecin me diagnostiquait un cancer en stade 3. Alors, pour les gens qui l'ignorent, là, le cancer, c'est 4 stades. C'est ça. C'est 4 stades. Et le 4e stade... Et généralisé souvent. C'est le cancer, c'est ça, c'est avec les métastases puis tout ça. Donc, évidemment, il y a une évolution, une progression. Donc, à ce moment-là, en novembre 2020, on est en pleine COVID. Hein, la COVID a commencé en mars. Là, mon médecin me dit, c'est pas Jojo, cancer stade 3. Et là, évidemment, on voit défiler devant soi tout la traversée du désert, hein, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, tout le reste. Là. Puis c'est d'autant plus, en tout cas dans mon cas, j'en parle et j'en parle avec émotion, c'est d'autant plus difficile. Je l'avoue, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, vont dire, il parle encore de ça. J'ai été traumatisé, ça m'a marqué. Et il y a cette traversée du désert qui est devant toi, et à ce moment-là, en pleine COVID, il y a cette notion d'être toujours seul. Tu sais, tu comprends-tu? Tu vas à tes traitements, t'es seul, tu peux pas parler avec personne. On peut pas accompagner, c'est vrai. C'est ça, on peut pas. Les personnes qui ont été malades, souffrant durant cette période-là, ont traversé non seulement t'as la maladie, mais t'as l'isolation aussi. Et une fois que moi je sortais de l'hôpital, traitement de chimio, j'arrivais à la maison toujours seul. Tu sais, je n'ai que ma conjointe qui est à la maison, là. Mais je lui parle, mais tu sais, t'as pas envie de devenir un boulet, là, tu comprends-tu, moi, là, qui est un peu refermé sur moi-même, je sais que je parle beaucoup, mais dans ma vie privée, j'ai tendance à être un peu renfermé sur moi-même, hein. Je suis pas très communicatif, tout ça. Donc, puis en même temps, tu sais, pour elle aussi, c'est difficile, tu sais, son chum, là, lui annonce qu'il y a un cancer, etc. Tu sais, les perspectives sont pas belles, et en même temps, le diagnostic était pas non plus très encourageant à ce moment-là. Les pronostics médicaux étaient pas encourageants. Donc, je suis chez moi, tout seul, puis, tu sais, comme, même le travail à distance, hein, je veux dire, je ne me rends pas au bureau, je rencontre pas les gens, je suis toujours dans la maison. Et
évidemment, cette pensée-là, et là, on doit affronter ça. Là, tu veux dire, la mort, il y a deux façons de l'affronter. Hein. C'est ou bien tu es très vieux, hein, puis là, tu sais que ça va être imminent, ou encore tu es atteint d'une maladie. Là, tu es confronté à ça. Moi, je t'avoue, à 35 ans, je pensais pas à ça. Tu sais, je veux dire. Mais là, face à la maladie, ou pour les gens qui sont plus âgés, à un moment donné, tu sais, on doit bien être face à ça. Et je me suis posé cette question-là. Si j'y avais cru, si j'avais cru à une forme de vie après la mort, est-ce que j'aurais été plus serein? Hein, c'était une grande question parce qu'en même temps, c'est ce qui a motivé, hein, tu l'as bien mentionné, hein, c'est une grande question existentielle. Vraiment. Même dans l'Antiquité, et même on peut même reculer dans la préhistoire, les gens enterraient leurs proches avec des objets qu'ils avaient chéris de leur existence, des objets, des armes dans bien des cas. Hein. Si on regarde au Néolithique, par exemple, on avait des peuplades qui étaient nomades, et puis bon, on les enterrait avec les objets. Puis, et dans la préhistoire, si on remonte un peu au début de l'histoire, hein, les Égyptiens, on connaît tout le rituel funéraire qui entourait l'inhumation des pharaons, hein, les temples, les pyramides, la momification. Il y avait la monnaie pour les passeurs. C'est ça, il y a tout un contexte. Et en même temps, vous savez, c'est l'essence même de toutes les religions du monde, que d'entretenir l'idée d'un après. Ouais. Hein, je veux dire que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, il y a toujours cette idée qu'il y aura un après. Donc oui, c'est une question existentielle. Et c'est assez amusant parce que pour les expériences de mort imminente, ce dont on va parler et ce sur quoi a porté cette nouvelle étude, les expériences de mort imminente, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Hein. Déjà, on regarde dans l'Antiquité, là, dans la littérature, on a de vieilles chroniques anciennes, je pense notamment à une chronique romaine écrite durant le 1er siècle après Jésus-Christ, où on a un soldat romain qui raconte qu'il a été terrassé sur un champ de bataille et durant le temps où, entre guillemets, il était mort, il se rappelle avoir volé au-dessus du champ de bataille, d'avoir vu ses congénères morts également, les ennemis, tout ça, avant de regagner son corps. Donc, c'est une expérience qui est assez propre à ce que l'on raconte aujourd'hui dans la littérature sur les expériences de mort imminente. Et déjà, donc, on a toute une littérature, Renaissance, au Moyen-Âge, de gens qui vivaient ces expériences-là. Mais pour nous, les Occidentaux, je te dirais qu'on a été familiarisés avec cet univers-là à partir des années 70, avec la publication d'un ouvrage qui a énormément marqué, qui a été un très, très grand succès de librairie, qui était La vie après la vie de Raymond Moody. Donc, un médecin, urgentologue qui avait écrit cet ouvrage-là et qui a énormément marché. Et là, c'était pas la première fois, mais il y avait une espèce de... C'était la publication, c'était une prise de conscience populaire de dire « Oh, wow, il y a ces expériences-là dont on parle dans certaines chroniques anciennes, il y a plein de gens, on parle par exemple dans l'hindouisme où on favorise les récits d'enfants qui parlent de cas de réincarnation. Il y a toute cette vision-là d'une vie après la vie. » Mais dans le cas du christianisme, hein, c'est après la mort, on va au paradis, tout ça, mais il y avait comme... Ou en enfer. Mais tu souhaites aller au paradis, hein? Ouais, c'est ça. Malgré que le party, c'est en enfer qui se passe, là. Je pense mais on comprend que c'était essentiellement un aspect religieux. Là, tout d'un coup arrivent des données, un médecin qui dit, ben voilà, j'ai étudié plein de cas de gens qui effectivement ont connu des morts ou la mort imminente, ils ont raconté des expériences. Et pour les gens qui nous écoutent, s'ils ne savent pas exactement à quoi on fait référence par l'expérience de mort imminente, ben il y a des récits. C'est pas si répandu qu'on le prétend, là. Il y a à peu près 10% des gens qui vont vivre une expérience de mort imminente. Hein. Dans les gens qui connaîtront une mort clinique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les médecins déclarent que le cœur de cet individu a cessé de battre. Donc, à partir de ce moment où il y a mort clinique, 10% à peu près des gens vont vivre ce qu'on appelle l'expérience de la mort imminente. Et cette expérience inclut les scénarios qui sont un peu plus imagés, là, tu sais, soit j'ai vu une clôture, j'ai vu un tunnel, j'ai vu une lumière. Non, en fait, oui et non. C'est-à-dire que l'expérience de mort imminente, l'expérience classique, hein, elle est en fait en 4 parties. Il y a la sortie, hein, donc l'individu a l'impression qu'il sort de son corps. Ensuite, il y a le déplacement.
Le déplacement, on image souvent l'idée du tunnel, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Des gens vont passer d'un point A à un point B là, dans le scénario sans nécessairement passer par un tunnel. Hein. Les gens disent, ben voilà, je suis dans ma chambre d'hôpital, j'ai décédé, je me vois depuis le plafond, et tout d'un coup, en un claquement de doigts, je me retrouve dans un autre lieu. Donc, il n'y a pas forcément ce passage à travers le tunnel, mais c'est souvent la vision un peu imagée. D'ailleurs, dans la bande-annonce qu'on a entendue, hein, à un moment donné, on entend quelqu'un dire « Est-ce que tu as vu le tunnel? » Hein, bon, on voit que c'est un classique. Et là, l'individu, après ce déplacement, cette sortie, il y a le moment où il va se retrouver dans une situation qui est plutôt béatifiante. Hein. Généralement, on parle d'une espèce d'amour universel, une grande lumière. Il y a un aspect où l'individu est un peu dans un état extatique. Hein. C'est comme une admiration. Il a l'impression d'être en présence d'un savoir universel ou d'un amour universel. Dans ce contexte-là, parfois va arriver des individus qui seront, dans certains cas, décrits comme des défunts que la personne a côtoyé de son vivant, oui. Ou encore des êtres de lumière, ou etc. Donc, il y a comme, c'est pas forcément, puis encore une fois, faut le préciser, dans le cas des expériences de mort imminente, elles sont identiques, ou elles sont semblables plutôt, pour n'importe quelle personne, dans n'importe quelle obédience religieuse, que l'on soit islamiste, que l'on soit du côté du christianisme ou de l'hindouisme, l'expérience est à peu près la même. La seule différence, c'est l'interprétation. Hein? Alors que des gens diront, ben moi j'ai vu un être de lumière, j'ai eu l'impression que c'était Jésus. Ben évidemment, quelqu'un qui est dans l'islam dira, j'ai vu Allah ou quelque chose comme ça. Donc on va l'interpréter en fonction de nos croyances religieuses, mais en soi, l'expérience reste à peu près la même. Et là, ensuite, l'individu, il a souvent une vision de sa vie à rebours. Hein. Il voit les grands moments de sa vie défiler devant lui. Et enfin, la dernière étape, c'est le moment du retour. Il a l'impression qu'il est placé devant un choix, soit qu'une connaissance, hein, une espèce de savoir universel, il l'habite, il lui fait comprendre qu'il a le choix de rester ou de retourner dans son corps. Ou parfois, il peut s'agir d'un individu, c'est comme si ce savoir-là va se manifester à travers un personnage de lumière ou un défunt qui lui dit « tu as le choix de rester ou de retourner ». Et ensuite, la personne retourne dans son corps. Ça, c'est le type même de l'expérience de mort imminente. Mais à travers ça, évidemment, il peut y avoir des épisodes un peu différents. Des gens diront « ben moi, à un moment donné, je me suis retrouvé, il y avait beaucoup de lumière, mais je traversais un champ avec des fleurs, etc. » Donc, le récit peut être plus imagé, mais le scénario reste à peu près le même. Et il ne fonctionne pas toujours de la même façon. Hein, ces règles-là, parfois, l'étape 1 devient l'étape 2 et l'étape 2 devient l'étape 1. Hein. Donc, des gens disent, je me suis vu au plafond, tout d'un coup, il y avait un savoir universel et ensuite, j'ai passé dans un tunnel. Donc, tu vois, il peut y avoir une inversion de certains moments, mais le scénario est à peu près le même. Donc, ça, c'est l'expérience classique de la mort imminente. Elle nous est révélée principalement par cet ouvrage de Raymond Maudit qui dit, voilà, j'ai enquêté sur plein de cas, des gens m'ont fait ces témoignages-là, m'ont raconté ça. Et ça va devenir un peu une norme, et depuis les années 50-60, c'est un sujet qui fait souvent partie des discussions, à savoir est-ce que oui ou non ces expériences sont bien réelles, et est-ce que l'expérience nous traduit une vision de l'au-delà. Il faut savoir qu'au moment où on se parle, il n'y a pas de débat, il n'y a pas une réponse qui est tranchée, hein. Mais je dirais que de façon générale, la communauté scientifique croit que l'expérience de mort imminente, parce que pour croire à l'au-delà, il faut croire à une espèce de divinité, à un monde parallèle, un univers surnaturel, faire appel à des êtres de lumière. Tu comprends, c'est assez complexe. Là. Ouais. Et la science est très peu portée dans cette voie-là. Elle est très prudente et il y a une explication qui est, disons, plus économique. Et l'explication la plus économique, c'est de dire, tout ça est produit simplement par notre cerveau. Hein, l'imagerie de ça nous est envoyée par le cerveau. C'est important ici parce que, tu vois, on va en parler à cause de cette étude, mais beaucoup de récits de gens qui disent avoir vécu une expérience de mort imminente vont rapporter des expériences dans leur environnement, des expériences qu'ils n'auraient pas pu connaître. Hein, par exemple, des gens diront, au moment où j'étais sur la table d'opération après un accident de la route, etc., mon médecin me dit j'étais mort, mais je me rappelle que durant cette période, j'entendais mon médecin qui parlait, j'entendais les infirmières qui parlaient, j'ai entendu mon
mon épouse ou mon frère ou ma mère dans une pièce voisine qui discutaient, puis elle a dit, je l'ai vu au téléphone appeler quelqu'un de la parenté, dire Jean-Paul, il y a un accident de voiture. C'est donc des événements qu'il n'aurait pas pu être conscient, comme si sa conscience s'était déplacée d'un endroit à un autre et avait colligé de l'information, une information qu'il va redonner au moment de sa reprise de conscience. Puis rendu là, la frontière du rêve est proche, là. Tu sais, tu peux l'avoir pas halluciné, mais rêvé. Et tu as tout à fait raison. Ben, je pense que je vais jeter mon étude aux poubelles parce que tu viens de vendre un peu le punch. Il y en a qui ont des doctorats, Christian, puis moi, je viens de te résumer ça à la radio. Ouais, c'est ça. Mais tu comprends. Oui, et tu as tout à fait raison. Ça nous montre bien, hein, quand je parle de la communauté scientifique, les deux aspects. Puis ce qui est intéressant des expériences de mort imminente, c'est qu'il n'y a pas de hargne. Hein, quand tu participes à des discussions sur des phénomènes paranormaux, hein, quand on parle des ovnis, quand on parle des fantômes, par exemple, il y a comme une communauté de tenants croyants, puis une communauté de sceptiques, et ces gens-là se lancent des roches. Hein. Et écoute, encore cette semaine, j'ai participé en début de semaine à une émission podcast français qui s'intitule La tronche en biais, où on parlait des ovnis. La tronche en biais, t'as compris, c'est B-I-A-I-S, hein, les billets, hein, toutes les idées de billets qu'on peut faire. Puis une excellente émission, certains diront trop souvent sceptique, puis il y a des sujets qu'ils abordent de manière excessivement sceptique, notamment la parapsychologie. Je trouve que des fois, c'est un peu étouffant de la façon dont ils l'abordent. Je pense qu'il faut être un peu plus ouvert que ça. Mais néanmoins, ça demeure, si on fait une approche critique, c'est généralement, là, dans l'ensemble général, c'est une assez bonne émission et c'est pourquoi j'ai accepté d'y participer. Mais très rapidement, on voyait, tu sais, dans les commentaires, on parlait des ovnis, hein, on parlait des récentes révélations là, qui ont eu lieu au cours de l'été, là, cette histoire de David Grush qui dit des amis m'ont dit qu'on avait récupéré des soucoupes volantes puis des extraterrestres et tout le reste. Évidemment, on a parlé de ça et là, tu voyais un peu les discours orduriers, tu sais, vous avez pas fait ci, vous avez pas parlé de ça, vous êtes malhonnête, tu sais, mais jamais d'argument. C'est souvent l'insulte, c'est l'argument de celui qui a pas d'argument, tu sais. Fait que là, écoute, ça a déboulé, là, tu sais. Et ça, on rencontre ça souvent quand on parle des ovnis, quand on parle des fantômes, parce que on fait appel à des aspects de croyance qui sont pas alimentés par vraiment une connaissance, hein. C'est vraiment j'y crois ou j'y crois pas. Dans le cas des expériences de mort imminente, c'est ça qui est fascinant dans ce dossier-là. C'est qu'il y a un énorme respect, hein, je dirais les deux pôles qui s'affrontent. Le pôle majoritaire, c'est la communauté scientifique qui dit, à notre avis, ces expériences de mort imminente sont, comme tu l'as si bien souligné, une espèce de rêve, hein, une image un peu éthérique qui est jouée par un scénario, disons, joué par le cerveau pour nous rendre la mort plus apaisante. Hein, pour enlever un peu l'anxiété. Il est là le tabou, hein, on n'ose pas le remettre en doute parce que on vit pas tous la mort de la même façon. Voilà, donc au moment où on meurt, le cerveau sait qu'il meurt, et là, à ce moment-là, il crée des espèces d'illusions ou de sentiments qui nous donnent un aspect euphorique. Donc ça, c'est la position principale de la science. Mais il y a une autre communauté qui, elle, est plutôt réfractaire à cette vision-là. Elle croit plutôt qu'il y a quelque chose d'autre. Mais ce qui est très important de souligner ici, les deux se respectent, hein, parce que les deux travaillent avec les mêmes données. Je te donne un exemple. Les scientifiques, par exemple, vont obtenir des résultats. Un individu est décédé, on a les lignes, l'encéphalogramme au moment du décès, et on constate à ce moment-là que le cerveau était plus en mesure de faire des activités. Et puis l'individu, après son décès, il était mort 2 minutes, on a réussi à le ranimer. Donc on peut voir les lignes, les courbes des encéphalogrammes. Et à un moment donné, on constate que durant cette courte période, le cerveau il était à un tel état, parce que encore une fois, il faut préciser que notre vision aujourd'hui de 2023, la mort est un processus, hein, un processus qui est actif, hein, c'est un processus qui d'une certaine façon peut être réversible. Hein, on devrait, quand on parle de la mort, on devrait parler du processus de la mort, à moins d'être décapité d'un seul coup. Là, mais tu sais, il y a comme quand tu meurs.
ça prend du temps. Mourir, c'est l'individu, bon, il est atteint, par exemple, d'une maladie dégénérative, et là, tout d'un coup, hop, il perd conscience, il entre dans un état de coma. Tu sais, on prend un individu à l'hôpital, là, il entre dans un état de coma, là, le médecin dit, ben voilà, on va inviter la famille, venez faire vos adieux, et éventuellement, il y a le décès. Donc, on voit que c'est un processus. Et ce processus-là, il prend fin dans la science de 2023, il prend fin lorsqu'il n'y a plus de réaction, par exemple, de la rétine de l'œil à la lumière. Quand les médecins, on voit souvent ça dans les films, là, ils ouvrent l'œil, puis ils envoient une lampe de poche, une petite lumière. Quand la rétine ne fonctionne plus, là, il n'y a pas de réaction, là, ben, généralement, c'est que le cerveau ne réagit plus. Il y a mort cérébrale. Okay. Donc, à partir du moment de la mort cérébrale. Mais ça, c'est vrai en 2023, mais c'était pas forcément vrai en 1920. En 1920, un arrêt cardiaque était synonyme de la mort. Tu comprends? Donc, la science nous a permis d'évaluer et de reculer la frontière de la mort. À quel moment la mort arrive vraiment? Donc, c'est ce processus. On essaie d'aller le plus loin dans le processus et qui sait, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, on va découvrir que même au moment où il y a absence de réaction à la rétine de l'œil, le cerveau est encore fonctionnel. Donc, la mort intervient plus tardivement. Mais là, pour l'instant, c'est cette absence-là. Et dans certains cas, pour en revenir à mon exemple, là, donc l'individu meurt, il est pendant 2 ou 3 minutes, on le ranime, et là, on peut voir les courbes du cerveau. Et généralement, entre les neurologues et les neurophysiciens, on est en mesure de dire, bon ben voilà, lorsque le cerveau atteint ce stade-ci, il n'est plus en mesure non seulement de conserver la mémoire, mais il n'est plus en mesure de générer des images. Le cerveau est trop ralenti. On pourrait le comparer, par exemple, à un moteur de voiture. Tu sais, à un moment donné, quand le moteur de voiture, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus d'essence, il tout saute, il crachote, ben, il ne pourra pas atteindre 100 km à l'heure dans un état comme celui-là. Mais c'est un peu la même chose. On dit ici, là, le moteur est en train de tout sauter, de cracher, il va pas bien, il roule carré, il peut pas produire des images, il peut pas conserver la mémoire. Et pourtant, dans certains cas, des rares cas, il faut quand même le mentionner, là, des gens ont été ramenés à la vie à cet état-là. Et à leur retour, ils ne se rappelaient plus qui ils étaient, ils ne se rappelaient plus leur famille, dans bien des cas, ils ont dû réapprendre un peu à marcher ou à parler, mais ils se rappelaient d'une expérience vécue de l'autre côté. Et ça, c'est le gros problème qui alimente les discussions dans le milieu scientifique. Des médecins disent, à ce stade-là, le cerveau ne peut pas créer des images et ne peut pas conserver la mémoire. Or, comment peut-il avoir imaginé cette expérience-là si le cerveau n'est pas en mesure de la produire? C'est fascinant. La problématique, bien sûr, c'est de se dire, oui, mais peut-on avoir l'assurance que l'expérience s'est produite à ce moment-là? Tu comprends-tu? Parce que tu passes pas d'un état d'éveil à un état de mort, puis revenir à un état d'éveil. Tu comprends-tu? Non, c'est pas une switch. C'est pas une switch. Donc, l'individu, là, il est pas mort tout le temps. Là. L'individu arrive, par exemple, t'es victime d'un accident de la route, t'es dans un état là, très, très, très sérieux. On arrive à l'hôpital, mais t'es encore vivant, là. Et là, on te branche sur les machines et tout d'un coup, c'est le rythme arrête. Tout. Ben là, les médecins, allez, on va y redonner du courant, puis on va y faire des massages cardiaques de coup, pip, pip, il revient. Mais tu te réveilles pas tout de suite, là. Tu sais, là, ça va le tip-tip, puis là, d'un coup, 2, 3 jours après, tu te réveilles, puis tu dis, oh, wow, merci docteur, je suis en vie. Mais l'expérience que tu racontes, c'est produite à quel moment? C'est-elle produite avant que le cœur arrête? C'est-elle produite pendant que tu étais morte? Ou est-ce que l'expérience s'est produite après? Donc, après que tu as été ranimé durant les 2 ou 3 jours qui étaient demeurés dans le coma, ces expériences un peu oniriques se sont produites. À quel moment se produit l'expérience? Et ça, on n'a pas la réponse à ça. C'est pourquoi la communauté scientifique est très prudente par rapport à ça, et c'est pourquoi aussi les croyants et les sceptiques s'entendent pour discuter et de dire, ben, on n'a pas toutes les réponses. Et là, ça fait une demi-heure que je te parle, puis je t'ai pas encore parlé de notre étude, mais c'est pas grave, le sujet, il est passionnant. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve ce sujet-là
passionnant parce que c'est un sujet auquel nous serons tous confrontés. Quelle que soit notre richesse, quel que soit notre statut social, malheureusement, c'est quelque chose auquel on sera confronté. Et l'étude dont je veux te parler, elle a été publiée dans une publication scientifique qui s'appelle Resuscitation, qui est un périodique médical qui parle des techniques et de la façon des techniques de réanimation et les développements médicaux dans le domaine de la réanimation. Et on peut retrouver un résumé de cet aspect de l'étude sur le site de publication en ligne, de publication scientifique qui s'appelle Elsevier. Donc on peut retrouver un compte rendu de cette expérience, de l'étude. Elle a été menée, elle compte une trentaine de signataires. C'est assez rare de voir une étude scientifique avec autant de signataires. Elle a été dirigée par Sam Parnia, que j'ai eu la chance de rencontrer à 2 ou 3 reprises. Sam Parnia, pour te le situer, c'est vraiment une légende dans ce domaine-là. Il a commencé il y a plusieurs décennies en Angleterre. Il travaillait avec un docteur qui s'appelait le docteur Fenwick, qui est considéré comme un des grands pionniers de la recherche sur les expériences de mort imminente. Dr Fenwick est décédé depuis, mais Parnia, lui, aujourd'hui, il est professeur au département de médecine de l'Université de New York. Et il s'intéresse depuis très longtemps à ces expérience-là, mais vraiment dans un cadre excessivement scientifique. Là. Il n'y a rien d'ésotérique ou de mystique dans son approche. C'est les données, quelles sont les données, comment interpréter les données, puis bon. Et c'est un peu de cette façon. Il en est rendu à 7 ou 8 études qui mènent sur le domaine le domaine des expériences de mort imminente. Il a déjà publié 2 ou 3 ouvrages sur le sujet, des ouvrages excessivement rigoureux, un peu barbants à lire. Là, j'en ai 2 en bibliothèque. C'est assez barbant à lire parce que c'est un discours excessivement hermétique qui s'adresse à une certaine élite scientifique. Okay. Mais c'est quand même, on voit que le type, il va pas puiser ça là quelque part dans son urine ou la couleur des nuages. Vraiment, il s'appuie sur des données médicales qui sont très précises. Et donc, c'est Sam Parnia qui a dirigé cette investigation qui a été publiée il y a quelques jours à peine. L'étude a été menée par 25 hôpitaux à travers le monde, principalement aux États-Unis et en Angleterre, on le comprend bien, puisque ce sont les 2 pôles principaux de la recherche sur les expériences de mort imminente. On a travaillé avec 567 patients qui ont été admis à l'hôpital comme ayant subi un arrêt cardiaque. Ici, il faut prendre quelques secondes pour dire qu'un arrêt cardiaque, ce n'est pas la même chose qu'une crise cardiaque. Parce que moi, des gens me disent « Ah, j'ai fait une crise cardiaque puis j'ai rien vu. » Oui, mais une crise cardiaque, c'est pas un arrêt cardiaque. Une crise cardiaque, c'est douloureux, mais le cœur, même s'il est hypothéqué dans ses activités, il continue quand même d'irriguer les organes et à fournir de l'oxygène au cerveau. Comme on dit, il est pas mort, mais il est pas fort. Exactement. Mais alors que l'arrêt cardiaque, c'est l'inconscience instantanée. Hein, le cœur arrête immédiatement, le cerveau cesse de fonctionner activement. Là, tu tombes en état d'inconscience. Et si le cœur n'est pas, si le cerveau, en fait, n'est pas ranimé ou on ne lui envoie pas de l'oxygène, il n'y a pas oxygénation, voilà, merci, une oxygénation du cerveau, il va mourir dans les 3 minutes à peu près. Évidemment, ouais. il y a des cas exceptionnels. On a tous entendu parler de quelqu'un qui est tombé dans de l'eau glacée et qui est demeuré dans un état de mort imminente pendant 6 ou 7 minutes. Mais on est d'accord que c'est des conditions particulières. L'eau froide aurait ralenti le métabolisme et permis à la personne de demeurer plus longtemps sans connaître des problèmes ou des séquelles irréversibles. Est-ce que c'était une vraie statistique dans la bande-annonce? C'est que personne n'a jamais survécu plus de 7 minutes? Okay. Oui, absolument. En temps normal, là, généralement, après 3 minutes, le cerveau commence à mourir. Okay. Ça comme ça. Là. Donc après 3 minutes, puis il meurt pas. On sait aujourd'hui, on pensait que tu sais quand il meurt d'un seul coup. Il meurt pas tout à fait comme ça. D'ailleurs, il y a tout un débat. Hein, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais on croyait avant que c'était un peu comme si on allumait un bouton là, on/off, puis le cerveau il est à off. Tu sais, mais on sait aujourd'hui que c'est pas comme ça. Hein. C'est comme si ton cerveau était compartimenté et des zones vont demeurer vivantes plus longtemps que d'autres. Okay. Et parmi les zones qui vont rester les plus longtemps en vie, ça peut paraître curieux, il y a une zone qu'on appelle la zone de Broca. Et cette zone, c'est celle qui va emmagasiner ton information autobiographique.
Et les gens qui s'intéressent aux expériences de mort imminente dans le domaine médical se disent, c'est quand même curieux qu'une des dernières parties de ton cerveau à mourir, c'est la partie qui contient l'information autobiographique. Or, généralement, la dernière étape de l'expérience de mort imminente, c'est la personne qui dit « J'ai vu ma vie défiler sous mes yeux ». Ah! Hein? C'est peut-être, il y a peut-être un élément ici neurologique à chercher. Là. On tient quelque chose. Ouais, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Mais bref, dans le cas de notre étude, 567 patients qui ont vécu un arrêt cardiaque. Ils ont été admis à l'hôpital avec un arrêt cardiaque. De ce nombre-là, à peu près 10% ont survécu. Les autres sont décédés. Donc, on a 53 survivants sur un nombre de 567 patients admis. Et de ces 53 survivants, 53 survivants, les scientifiques ont pu s'entretenir longuement avec 28 personnes qui ont accepté de répondre à toutes les questions et d'être soumis à d'autres analyses avec les scientifiques. Ce qui se dégage de ça, c'est que près de 40% des survivants disent avoir vécu quelque chose, pas forcément une expérience de mort imminente. Et c'est là que cette étude-là devient, à mon avis, l'une des plus intéressantes qu'on ait produites. Ces gens-là se rappellent de quelque chose, mais pas forcément, dans certains cas, bien sûr, ils se sont rappelés de la douleur, hein, ils savaient pas comment, mais ils sentaient la douleur, hein, la douleur liée à l'arrêt cardiaque. Dans d'autres cas, ils ont eu, comme tu l'as mentionné en début d'émission un peu, hein, des rêves, hein, ils avaient l'impression de rêver, d'avoir vu des choses qui sont pas forcément le tunnel, les aides de lumière. Ils ont rêvé à quelque chose. Ils se rappellent avoir vu des images, des montagnes, des collines, des fleurs. Ils ont vu des choses. Donc, il y a comme une espèce d'expérience. Et quand on regarde leurs témoignages, couplés avec les données que l'on a des encéphalogrammes, on constate en fait que le cerveau, et là c'est très intéressant, que le cerveau, en fait, il reste conscient beaucoup plus longtemps qu'on croyait. Bien sûr, après 3 minutes, il va commencer à avoir une détérioration des tissus nerveux, mais on constate que même lorsque cette dégradation a débuté, le cerveau, a quelque part, reste conscient. Il est conscient que quelque chose se passe. Alors qu'on croyait que la conscience s'arrêtait avec la perte. On le dit bien, il a perdu conscience. Ouais. Mais en fait, tu ne perds pas conscience. Ton cerveau reste conscient. Et ça, déjà là, on a une valeur ajoutée. Ce qui veut donc, et on a même découvert que quand la personne est ranimée, écoute, c'est incroyable, on ranime la personne, ben les encéphalogrammes montrent que le cerveau peut prendre jusqu'à 1 heure avant de retrouver sa conscience. Donc, peu à peu, on voit les activités cérébrales reprendre et ça peut prendre jusqu'à 1 heure avant que le cerveau soit reparti. Hein. Il y a eu son boost, puis il est reparti. Donc, il est quand même actif, mais pas autant actif qu'avant. Donc, ça lui prend 1 heure avant de retrouver son activité complète. Donc, déjà là, on a une nouvelle vision. On découvre que le cerveau a des mécanismes beaucoup plus complexes que l'on croyait. Et à mon avis, l'expérience la plus étonnante, c'est que les 25 hôpitaux qui avaient décidé de participer à l'expérience, ils avaient installé notamment 2 systèmes, un système d'image et un système de son. Le système d'image, c'était que dès que le patient était entré dans la salle d'urgence, au moment où on pratiquait les mesures de réanimation, des images étaient projetées sur le mur ou sur le plafond. Mais on avait comme 2 ou 3 images qui revenaient. Là. On veut dire que c'est une redondance, hein, c'est 2 ou 3 images qui revenaient continuellement. Un chien, un champ en fleurs, un chien, un champ en fleurs, un chien, un champ en fleurs. Ils ont-tu essayé de voir si les gens voyaient les images en étant inconscients? Exactement. Et en même temps, on a projeté, hein, dans la salle, circulaient en bande 3 mots, pomme, poire, banane. Pomme, poire, banane. Pomme, poire, banane. Et lorsque là, évidemment, les gens sont revenus, et crois-le ou non, aucun des personnes qui est revenue s'est rappelé des images, et une seule personne s'est rappelé des mots pomme, poire et banane. Alors que près de 40% d'entre eux avaient des images. Donc, et ce que vient faire cette étude, écoute, moi en tout cas, personnellement, je trouve ça fascinant. J'ai plein de points d'interrogation dans la tête. Ce que montre l'étude, c'est que quand les gens disent, alors que j'étais décédé, j'ai entendu le médecin parler, j'ai vu ci, j'ai vu ça, l'étude montre que c'est pas vrai.
La réalité, c'est que les gens ont des images, perçoivent des images, mais ces images-là sont pratiquement des images oniriques, des images créées par le cerveau, pas des images de la réalité. Et bien sûr, les gens, on retrouve souvent dans les récits de témoignages, oui, j'ai entendu l'infirmière dire « Ah, il est décédé », puis après ça, l'infirmière me confirmait ça. Mais ça repose pas sur des données fiables, tu sais. Oui, ou j'ai entendu mon beau-frère dire « Ah non, Jean-Paul est mort ». Puis là, après ça, j'ai demandé à mon frère, puis mon beau-frère, puis il me dit « Ah oui, j'ai dit ça dans la salle d'attente, ah, Jean-Paul est mort ». Ouais, mais... Tu sais, tu comprends, c'est de l'anecdote, ça, là. Ça repose pas sur des éléments. Il aurait fallu enregistrer les médecins et les infirmières dans la salle, puis ensuite comparer ce qu'ils ont dit dans la salle versus ce que le témoin se rappelle. Mais à la limite, c'est tellement facile de gager que ça aurait pu être dit par des gens qui t'aiment, que c'est une chance que tu prends, là. Oui, puis souvent, ces récits-là, ce sont des récits qui sont relativement générales. Hein? Je veux dire qu'on n'a pas besoin de vivre une expérience de mort imminente pour s'imaginer que si toi, tu arrives à l'hôpital, tu décèdes, les médecins sont là à essayer de te ranimer, ben, tu peux déjà imaginer ce qui doit se dire dans le bloc opératoire, tu peux imaginer des conversations, tu peux imaginer ce que des proches dans une salle d'attente pourraient dire aussi. Et ensuite, quand ces gens-là disent « Oh non, Camille, on veut pas qu'elle meure, elle est trop jeune. » Puis là, tu dis, j'ai entendu ça, puis ma mère me dit que j'ai dit ça. Ouais, mais bon, ça se peut qu'elle ait dit ça se peut qu'elle l'ait pas dit, puis ça se peut qu'elle le dise, parce que toi, tu lui dis que t'as entendu ça, puis elle croit se rappeler qu'elle a dit ça. Mais tu comprends, ça reste anecdotique. Ouais. Et dans le cas présent, on avait un élément qui n'était pas anecdotique, c'est-à-dire ces 3 mots, pomme, poire et banane, qui passaient en boucle, et les gens ne se sont pas rappelés de ça. Et ça vient confirmer déjà une expérience qu'on avait. Il y avait un événement qui s'était produit. On est dans les années 80. Il y avait eu un accident de la route en Angleterre, oui, à une intersection, et un motocycliste avait été happé par une voiture. Et le motocycliste raconte, au moment de son réveil à l'hôpital, il dit, parce que quand les ambulanciers sont arrivés là, ben, à un moment donné, l'individu est décédé, ils l'ont ranimé avec des électrochocs et tout ça, bon, et voilà. Et puis ensuite, ils l'ont ramené à l'hôpital. Et là, il raconte, il dit, alors que j'ai eu l'accident, j'ai été propulsé au-delà de ma moto, j'ai roulé sur l'asphalte, et là, tout d'un coup, il raconte un récit. Il dit, je me suis vu sur l'asphalte, je suis sorti de mon corps, j'ai vu l'automobiliste s'approcher de moi, essayer de me parler, puis là ensuite j'ai vu les ambulanciers arriver, puis là j'ai vu une dame qui était là, qui avant que les ambulanciers arrivent est venue me secourir, elle a mis mon manteau derrière ma tête. Il raconte un récit qui est excessivement coloré et excessivement détaillé. Mais malheureusement pour lui, l'intersection en question avait une caméra vidéo qui a filmé à la fois l'accident et qui a filmé l'intervention. C'est intéressant, ça. Et l'intervention ne s'est pas du tout produite comme lui le raconte. Il n'y a pas eu de dame qui s'est approchée, qui ont mis son manteau derrière sa tête ou quoi que ce soit. Tout ça, là, c'est de l'imagination. Et déjà là, cette expérience-là semblait dire, ben, faut faire attention, lire ici de gens qui nous disent avoir vécu ou avoir vu des choses durant la période de mort imminente, ben, c'est pas nécessairement le reflet de la réalité, même si on a quelques cas, là, je pense à un cas d'une dame qui avait été opérée, on y avait arrêté le cœur de manière artificielle, puis là, elle a dit qu'elle était sortie de son corps, elle avait vu un espadrille sur le rebord d'une chaussure, là, c'est un cas qui est souvent rapporté dans la littérature, ce cas-là semble avoir été confirmé. Et on ne peut pas l'exclure. Ça se peut que, dans certaines conditions, des gens puissent faire ce qu'on appelle un voyage hors corps, là, ou quelque chose comme ça. Mais de façon générale, ce que les données semblent nous dire ici, c'est qu'il faut prendre avec un grain de sel le récit des gens qui disent avoir eu une perception réaliste de l'environnement autour d'eux, alors qu'ils étaient dans un état de, soi-disant, mort imminente. Donc, déjà, si ça, on jette un bémol là-dessus, il n'en reste pas moins que l'expérience semble démontrer que le cerveau est capable de facultés beaucoup plus extraordinaires, plus étendues et de manière beaucoup plus longue que qu'est-ce qu'on croyait jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce que ça nous rapproche de cette conception de y a-t-il une vie après la mort? Je crois que non, mais ça nous permet, en tout cas, ça permet de raviver à nouveau ce débat-là entre qu'est-ce que notre cerveau peut faire au moment où on décède? Hein? C'est quelle est la mécanique de la mort? Enfin, je dirais que cette expérience-là, hein, elle est présentée comme étant une étude sur les morts imminentes, mais je pense que c'est une étude davantage sur la mort en soi.
comment on vit la mort. Et déjà là, les informations transmises par l'étude nous permettent de rasseoir un peu le débat sur certaines fonctions cérébrales à ce moment-là. Et je renchéris parce que c'est une étude sur une autre partie du cerveau qu'on ne connaît pas. Quel Absolument. instrument complexe. Oui, parce que là, et ça nous ramène en fait à une des grandes questions que pose ce type d'expérience, et c'est la duplicité de la conscience. Est-ce que notre cerveau, c'est notre conscience, ou est-ce que notre conscience, elle est indépendante de notre cerveau? Tu comprends? Donc, les gens disent, si notre cerveau, c'est notre conscience, au moment où le cerveau s'éteint, la conscience s'éteint, merci, bonsoir, il n'y a pas rien après. Mais si la conscience, elle est indépendante du cerveau, elle serait un peu comme l'âme. Est-ce que quand mon cerveau va cesser de fonctionner, cette conscience-là va quelque part continuer à vivre? Et est-ce que c'est cette conscience qui finalement transporte l'essence de ce qui est vécu par ces gens qui vivent l'expérience de la mort imminente? Ça donne le vertige, j'en suis Ah oui, écoute, mais je pense qu'il faut rester ciblé sur les faits. Hein, c'est bien l'interprétation, la croyance. Si les croyances nous rassurent, c'est extraordinaire. Mais en même temps, il faut regarder les faits. Et les faits, je pense qu'on ne peut qu'encourager ce type de recherche qui, comme je l'ai mentionné, là, compte, dans le cas présent, là, il compte plus d'une trentaine de scientifiques qui ont participé à l'étude et qui, à mon avis, est l'une des meilleures études que j'ai pu lire sur les expériences de mort imminente et sur ce qui se produit au moment de la mort. Parce qu'en même temps, si on veut documenter la vie après la mort, il faut aussi documenter la mort. C'est un peu ce qu'ils ont fait dans cette étude. C'est vraiment hot, Christian. Ben écoute, on prend une petite pause, puis avant que l'émission se termine, si on a le temps, je vais te parler quelques minutes du thylacine et des recherches qui ont été publiées cette semaine qui sont excessivement intéressantes. Effectivement, il nous reste quelques minutes. Je laisse les gens ne pas sombrer dans un vertige philosophique et mental. On reprend ça dans les prochaines minutes. Vous écoutez Radio X-Files sur les ondes de choix Radio X. Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. De retour dans une émission qui est franchement fascinante ce soir, Christian Page. Mais pour la deuxième partie, il nous reste encore quelques minutes pour parler de résurrection en fait, comment je pourrais le qualifier? D'un animal? En fait, oui, c'est ça, c'est toujours un peu compliqué de les définir. Quand on parle de la cryptozoologie, puisqu'on parle ici de résurrection, on a parlé tantôt de la mort imminente, ça, et là on parle de résurrection. Quand on parle d'animaux inconnus, de la cryptozoologie, qui veut dire étude des animaux inconnus ou non reconnus par la science, ces animaux se divisent en deux groupes. Il y a d'abord les cryptides, qui sont des animaux qui n'appartiennent pas à la zoologie, et n'ont jamais appartenu à la zoologie. Si on pense par exemple aux mothman, une espèce d'homme papillon qu'on aurait vu en Virginie occidentale. Tu sais, si tu regardes dans les livres de biologie là et des livres de zoologie, tu verras pas ni d'homme papillon ni de papillon homme. J'ai jamais étudié ça à l'école. Donc non, c'est ça. Donc c'est une créature inconnue, tout à fait inconnue. Même dans le cas du Bigfoot ou le Sasquatch, même si c'est vrai que parmi les ancêtres de l'homme, il y a eu une créature assez semblable qu'on a appelée le Gigantopithecus, qui vivait surtout en Asie et principalement en Chine. C'était proche du Bigfoot, mais c'était pas le Bigfoot. Donc vraiment, le Bigfoot est comme une espèce à part, qu'on ne sait pas trop d'où elle vient. Est-ce que c'est des mutations? Est-ce que c'est une évolution? Peu importe. Mais en tant que tel, le Bigfoot, si on le prend aujourd'hui tout seul, c'est un animal qui est inconnu de la zoologie. Donc, il est un cryptide. Et on en a plein de créatures comme ça, le démon de Dover, le démon du New Jersey. Il y en a plein. Et il y a des animaux qui font partie de la cryptozoologie qui, eux, sont des animaux qui ont bel et bien existé, mais qui sont disparus. On pense par exemple aux mammouths. Donc il y a des gens, si des gens disent moi je suis allé dans la forêt, puis j'ai vu un mammouth, le mammouth il a existé, sauf que le mammouth il est disparu il y a plusieurs, il y a à peu près 50 000 ans, le dernier mammouth laineux c'est 50 000 ans à peu près. Donc le mammouth laineux n'existe plus, mais il a déjà existé. Et l'animal dont on parle ce soir, dans les quelques minutes qui nous restent, c'est le thylacine, que l'on appelait aussi le tigre de Tasmanie. Donc c'est un marsupial, donc il fait partie de la famille des kangourous, mais il ressemblait à un chien avec des zébrures sur l'arrière-train. Et une autre caractéristique du thylacine, c'est qu'il était en mesure d'ouvrir sa mâchoire presque à 90 degrés.
C'est énorme, là. Il avait une ouverture de mâchoire qui est extraordinaire. Et il faut dire que lorsque les premiers colons blancs sont allés s'installer en Australie et sur l'île de Tasmanie, qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-Galles du Sud, hein. D'ailleurs, c'était souvent des prisonniers qu'on voulait plus en Angleterre, qu'on a déportés vers l'Australie. On peut dire pratiquement que l'Australie a été créée au départ par des bagnards qu'on envoyait là-bas aux travaux forcés. Mais bref, cette Nouvelle-Galles du Sud, quand les premiers colons sont arrivés là-bas, ils ont commencé à s'installer avec des cheptels de moutons. Évidemment, on amenait des animaux soit d'Irlande ou soit d'Angleterre, principalement des moutons. Ben, le thylacine, lui, était en haut de l'échelle alimentaire, hein. Je veux dire, lui, là, il n'y a pas d'autres prédateurs. C'était lui le prédateur numéro 1. Fait inutile de dire que c'était buffet à volonté. Alors, éventuellement, le gouvernement a décidé de chasser les thylacines. Il offrait 1 livre sterling pour toute carcasse de thylacine. C'était beaucoup à l'époque. C'était énorme et ça a été une chasse épouvantable qui a perduré de 1888 à 1936. Là, on a abattu des thylacines. Et puis, finalement, en 1936, le dernier thylacine est mort dans un zoo de Hobart. Hobart, c'est la capitale de la Tasmanie. Le musée Beaumaris, qu'on appelait généralement le zoo de Hobart. Ben, le dernier est mort là. C'était Benjamin. Mais malgré son nom masculin, c'était une femelle. Puis elle est morte parce que son gardien a oublié de la rentrer le soir dans sa cage. Oui. Le lendemain matin, il est arrivé, Benjamin était mort. Donc, ça a été, et c'est le dernier thylacine. Et depuis, des gens, bien sûr, en forêt, disent, on a vu des thylacines, mais on n'a pas de preuve que le thylacine ait survécu à Benjamin. Benjamin semble officiellement, dans les livres, être le dernier thylacine connu à être décédé. Mais on est d'accord que 1936, c'était hier. Tu sais, c'est tout proche, le 1936, c'est pas un animal qui est disparu depuis des millions d'années. Donc, on peut se dire, est-ce que la science peut faire quelque chose? Et ici, on arrive dans l'univers un peu du Jurassic Park. Dans des films comme Jurassic Park, on a toujours l'impression que c'est bien facile reproduire un dinosaure, etc. Mais en réalité, il faut 2 choses pour pouvoir permettre ou même d'envisager une reproduction génétique. Et ces 2 choses-là, c'est d'abord une mère porteuse. Hein, on a l'impression, on va féconder une cellule, puis ça va se faire dans dans un laboratoire, on va mettre ça dans une éprouvette, puis ça va fonctionner. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut au départ, à un moment donné, dans l'évolution de l'embryon, il faut une mère porteuse. Or, évidemment, un tyrannosaure, je veux dire, qu'est-ce qu'on a de plus proche d'un tyrannosaure? Bah, tu sais, des oiseaux, là, tu sais, je veux dire, on est quand même loin, là. On n'a pas de cousin proche. Okay. Dans le cas du thylacine, on a quand même un cousin très, très proche. Je comprends le kangourou? Ben, on va fouiller dans la même famille, hein. C'est pas le kangourou, c'est un autre marsupial qui ressemble à un gros lapin, hein, ou un gros rat, ou qui s'appelle un wombat. Ah oui, ok. Ça a l'air d'un blaireau, un wombat. Fait que ça a l'air d'un gros blaireau. Donc le wombat, c'est le cousin le plus proche du thylacine. Donc ici, on vient de régler notre problème numéro 1. On a une mère porteuse. Donc, si j'avais un embryon de thylacine, je pourrais l'introduire dans une mère porteuse wombat pour une période de gestation, et à un moment donné, un peu comme on le fait avec des bébés éprouvettes, là, à un moment donné, lorsque la gestation est bien en marche, que les organes sont à peu près formés, on va terminer la gestation dans une éprouvette et dans un faux placenta, et éventuellement, on va amener l'embryon à maturité. Donc, dans le cas du thylacine, on a la mère porteuse, c'est le wombat, ça va. Mais ce qu'on n'a pas, et ça, on a tendance à oublier ça, on a tous entendu parler durant la crise du COVID, hein, des vaccins à ARN messager. Hein, tu as peut-être l'expression ARN messager. Ça me dit quelque chose. L'ARN messager, hein, c'est parce que l'ARN, hein, c'est une molécule, puis c'est une molécule qui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ARN messager, c'est une molécule qui amène un message. Elle dit un peu aux cellules, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, puis toi tu dois faire ça. Donc c'est pas tout que d'avoir l'ADN. Il faut qu'on ait le codage du messager. C'est bien beau, tu mets les cellules ensemble, mais il faut qu'elles se parlent, ces cellules-là. Et qui va emmener le message d'une cellule à l'autre? C'est cette molécule de l'ARN. Donc, dans le cas du thylacine, on a le problème de la mère porteuse, on l'a, c'est le wombat. On a l'ADN aussi, parce que avant que Benjamin meure, non seulement on a conservé des thylacines dans des
produit de conservation. Bon, évidemment, dans les années 20, on utilisait beaucoup le formaldéhyde, ce qui n'est pas particulièrement bon, mais on a quand même des embryons avec lesquels on a pu décoder l'ADN du thylacine. Donc, les embryons conservés, même si c'était dans du formol, qui n'était pas particulièrement extraordinaire, nous a quand même permis d'assez bien conserver les embryons pour décoder l'ADN. Donc, on a l'ADN, on a la mère porteuse, il nous manquait le messager, l'ARN messager, la molécule. Et cette semaine, en fait le 19 septembre, il y a un article, le Genome Research, qui ont publié un groupe de scientifiques en Australie qui ont réussi à décoder entièrement l'ARN messager du thylacine. Donc maintenant, là, on a les 3 ingrédients qui peuvent permettre la création d'un thylacine et le ramener à la vie. Notre Lazarus, notre animal disparu il n'y a pas si longtemps, qu'on appelle, au lieu d'être un cryptide, dans ce cas-là, c'est un Lazarus, donc un peu comme Lazare, hein, qui est mort et qu'on va ramener à la vie. Mais maintenant, le thylacine, il serait prêt. On a entre nos mains le pouvoir de ramener à la vie le thylacine. Et c'est incroyable. Je suis sur le site de la World Wildlife Fund, tu sais, le logo avec le panda, là, et on peut adopter des wombats. Alors, qui se lance à la création de thylacine? Je veux un wombat. Pour tout ça pour la science, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Les koalas, les wombats, puis les kangourous, tu sais, ça c'est populaire en Australie. Ben vraiment. C'est tellement cute, un petit koala là, oh, c'est tellement beau, j'en ai vu là. Oh, es-tu allé sur des fermes de koalas en Australie? Non, mais il y a des parcs, hein, des parcs nationaux, il y en a. Puis là, ben évidemment, faut que tu te tiennes loin de l'arbre ou ce qui est, là. J'ai des eucalyptus, là. Mais c'est tellement beau, hein. C'est comme niaiseux, ça, hein? Quand il tombe à terre ou quand il y a quelqu'un qui approche, il se met en boule comme si on le verrait pas, tu sais. Il se cache! Oui, ça a comme pas de malice. Tu prends ça, puis là, il sait plus quoi faire. Il y a de l'air d'un gros toutou. C'est magnifique. C'est magnifique. Sachez-le, c'est adoptable avec un petit certificat, Christian, autant les koalas que les wombats. Alors, peut-être qu'on va réussir à recréer des bébés thylacines. Mais il me semble que les thylacines ont l'air un petit peu plus long qu'une maman wombat. Oui, mais évidemment, on n'amènerait pas l'embryon à maturité dans l'utérus du wombat. Non, mais ce serait physiquement difficile. On permettrait quand même le premier développement de l'embryon.